Vas-y, lance maintenant là qu'on est mort de rire. C'est lancé déjà. Bonjour Garance. Bonjour Grégory. Enchanté. De même. Alors de quoi on va parler Garance? On va parler du rôle qu'on porte aujourd'hui en tant qu'adulte avec tout le passif qu'on a eu dans notre famille en grandissant. Ouais, alors toi tu le formules comme ça et moi je le formule et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, c'est parce qu'on voit bien qu'on est un petit peu sur la même compréhension des choses, mais on le dit autrement. Moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'on oublie trop souvent qu'on est des anciens enfants, et c'est ça qui explique qu'il arrive des moments dans notre vie où on rencontre des blocages et qui ont des racines systématiquement ou presque systématiquement dans notre enfance. C'est une autre façon de le dire finalement. Toi tu parles de rôle qu'on prend, c'est ça. Et finalement, là où on se rejoint, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas qui on est. On est qui on croit que les autres voulaient qu'on soit. Ouais. C'est ça? C'est ça. Alors, juste avant de commencer cette discussion ouverte, on va quand même peut-être prendre quelques secondes pour se présenter. Tout à fait. Tu commences, je commence? Je t'en prie, commence. Alors je commence. Donc moi je suis Grégory. J'ai passé 24 années à l'armée, j'étais officier dans l'infanterie. Et en 2014, à l'époque je suis capitaine, je commande une compagnie. Donc c'est environ entre 150 et 200 soldats. Et on est envoyé en mission en Centrafrique. Une mission humainement difficile qui se passe plutôt bien sur place. En tout cas, moi, je rentre avec la croyance qu'on a bien fait les choses et que, du coup, tout le monde dans mon unité rentre en étant en paix avec ce qu'il a fait. Et je me suis trompé, parce que dans les 2 années qui ont suivi, j'ai assisté, impuissant, à une hécatombe de syndrome de stress post-traumatique. Plein de mégas, des soldats vaillants qui se sont effondrés dans la noirceur du traumatisme. Et donc moi, en rentrant de Centrafrique, j'ai été muté. Donc j'assistais à ça de loin, silencieusement, parfaitement impuissant. Et puis surtout, ce à quoi j'assistais, c'était qu'il n'y avait pas d'autre réponse à donner à ce problème que de mettre mes soldats sous médicaments. Et puis en arrêt de maladie. Puis au bout de 3 ans, on les réformait parce qu'ils étaient plus bons à servir. Et moi, ça m'ulcérait en fait. Ça me foutait dans des colères pas possibles. Et puis à un moment donné, je me suis dit mais c'est quoi ce traumatisme? Donc j'ai voulu me poser 2 questions. La première, c'est quoi ce traumatisme? Parce que j'ai la croyance pour toute chose que tous les problèmes ont une solution. Il suffit juste d'avoir compris le problème, d'avoir trouvé la clé. Donc moi, j'ai voulu chercher à comprendre ce que c'était que ce traumatisme avec cette vision-là de la vie et du problème, cette croyance quelque part. La deuxième question à laquelle j'ai voulu répondre, c'est pourquoi tel jour, telle heure, on était tous là au même endroit, et puis il y a des gars qui ont été traumatisés et d'autres qui n'ont pas été traumatisés. Bon, bah, la réponse à ça, c'est évidemment qu'un traumatisme, c'est éminemment subjectif. Donc le fait objectivable auquel on assiste, on le transforme en événement quand il rentre à l'intérieur de nous. Et c'est cet événement-là qui fait qu'on peut en être traumatisé ou pas. Et en répondant à toutes ces questions sans avoir aucun cadre intellectuel, parce que j'étais pas étudiant dans une faculté, j'étais pas en train d'étudier précisément la psychologie. Moi, j'ai brossé tous les sujets en écoutant ma curiosité. Je suis parti de la psychologie, de ce qui se dit dans la vulgarisation de la psychologie, en tout cas au départ, la psychanalyse, le chamanisme, la physique quantique, l'eau. Tous les sujets, je les ai brossés. Par curiosité et pas en me disant je vais finir par trouver, mais par curiosité. Bon, et puis dans le même temps, j'étais muté sur un poste de coach à l'armée. Très peu de temps après, j'ai commencé à accompagner des gens dans la vie, notamment des gens qui avaient des maladies et qui avaient besoin de mettre du sens sur tout ça pour dépasser leur maladie. Bon voilà, ça a commencé comme ça, et puis je me suis rendu compte que c'était une posture différente, donc c'est là où j'ai commencé à me former. J'y ai dépensé toutes mes économies. À un moment donné, j'étais ruiné parce qu'il s'agissait aussi de m'apporter de la valeur, des outils qui venaient structurer tout ce que j'avais capté en faisant mes recherches personnelles. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'accompagne essentiellement les gens qui ont vécu de graves traumas, et qui ont
aujourd'hui de graves traumatismes et qui n'ont pas réussi à les dépasser parce qu'en fait c'est pas comme ça qu'on dépasse un traumatisme. Il y a en fait un pourcentage très petit de gens, et c'est probablement des notions sur lesquelles on va revenir, qui arrivent à dépasser ça parce que ils ont une certaine résilience. Mais ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde, mais vraiment pas. Donc, et souvent, du coup, ils se disent mais j'y arrive pas à dépasser ça. Ils se culpabilisent. Ils ont une cognition qui est très dévalorisante. Donc, j'accompagne ces personnes-là, mais aussi toutes les personnes qui, justement, à un moment donné, ont des blocages dans leur vie, ont besoin de changement et ils ne savent pas d'où viennent ces blocages. Voilà. Et donc du coup, ces blocages, souvent, ils viennent souvent soit d'expériences qu'on a oubliées, soit de l'enfance. Et du coup, c'est là qu'on en vient un petit peu à qui tu es toi, du coup. Ouais, exactement. Donc moi, je suis Garance, je vais avoir 30 ans cette année. Et ma vie, j'ai grandi dans un complexe familial un peu compliqué. Mon père était alcoolique, un peu coupé du reste de la famille. Avec ma mère et mon frère, on était tous les trois, on est venus vivre sur Montpellier. Il y a 5 ans, je vis une grosse phase de deuil en perdant mon premier chat, mon père, ma grand-mère et mon grand-père en 2 ans. Donc persuadée que j'allais perdre tous les gens que j'aimais dans ma vie. Et donc vraiment 5 ans à essayer de m'en remettre, à essayer d'avoir une vie à peu près normale, sachant qu'à 23 ans, c'est le moment de l'insouciance, c'est le moment où on se dirige vers sa vie. Et moi, c'était pas du tout ça que j'avais à gérer. Et là, maintenant que je vois que je vais avoir 30 ans, j'ai cette envie vraiment. J'ai mon fiancé avec qui on va se marier, j'ai envie de fonder mon foyer, j'ai envie d'avoir une activité professionnelle qui m'épanouit. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à me dédier à tout ça parce qu'en fait, j'étais toujours à m'occuper de ma mère, à me préoccuper de mon frère et qu'en fait, il y avait vraiment ce rôle pour moi que je portais depuis toute petite qui me cantonnait et qui faisait que cette énergie que je dédiais à tout ça, je pouvais pas me la dédier à moi. Et du coup, il a fallu que je me dise, ok, t'as fonctionné comme ça pour telle ou telle raison, ok. Maintenant, si tu veux vivre la vie que t'as envie de vivre, il va falloir que ça change. Et du coup, j'ai commencé à aller regarder un petit peu, à essayer de déconstruire, à me positionner, parce que moi, dire non à ma famille, ne pas être présente, c'était difficile. La culpabilité, vraiment, je dois être là, quoi. Je dois les faire passer avant moi, c'est mon devoir. Et alors je l'ai fait c'était pas facile parce que ma mère, ma tante, j'ai pas eu des retours très faciles parce qu'en même temps c'est un fonctionnement qu'on a toujours eu, très fusionnel tous ensemble, où moi j'étais là à écouter, à être à ma place d'enfant et tout d'un coup je me positionnais en tant que femme et forcément ça venait tout envoyer péter quoi. Et donc j'ai fait ce chemin-là et en fait je me suis rendu compte que grâce à ça, juste ce positionnement-là, cette prise de conscience-là, en fait je me suis rendu compte que j'arrivais à être moi. Enfin j'allais toucher quelles étaient mes envies à moi, quels étaient mes choix à moi sans être influencée par ce qu'ils attendaient de moi. Et en fait je me suis rendu compte que pour moi c'était ça exister, c'était pas ce que j'avais connu avant. Et c'est exactement ça que j'ai envie de proposer à tous ces jeunes adultes aussi qui sont dans cette situation où ils ont fait leurs études, ils ont eu les conjoints, parce que lui, il était machin, lui, il était trop ci, lui, pas assez ça. Et du coup, ils ont essayé de rester à peu près dans le cadre. Tout ça pour en arriver à un moment où est-ce que ce boulot-là, pourquoi je fais ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être là? Est-ce que j'ai confiance en mes choix, du partenaire avec qui je veux vivre, de celui qui pourrait être le père de mes enfants? Et à se questionner. Et vraiment, ce doute-là, c'est affreux parce qu'on peut pas avancer dans la vie parce qu'on est tout le temps là à se dire ah oui mais peut-être que un tel a raison, ma mère elle a raison, elle pense ça et en fait on n'a pas confiance en ses choix et on peut pas avancer dans la vie. C'est-à-dire que moi pendant très longtemps j'ai pas voulu me marier parce que je doutais. Alors mon chéri ça fait 8 ans qu'on est ensemble et j'avais toujours ce truc là de me dire oh, mais est-ce que je fais le bon choix? Et en fait, ça, je me suis coupée de ça pour vraiment revenir à mes choix qui me sont propres, à qui je suis. Et c'est ça que je veux permettre aux gens, à tous ces jeunes adultes aussi, de retrouver qu'est-ce qui leur appartient et qu'est-ce qui leur appartient pas grâce à la déconstruction, en comprenant comment était leur système familial, quel rôle ils ont dû jouer là-dedans et comment eux-mêmes le perpétuent. Parce qu'il y a ça aussi, il y a ce que la famille attend et il y a ce que tout seul, on se matraque. Moi, je dois faire ça. Et les deux mis bout à bout, ça fait qu'on, pour moi, on n'est pas libre de vivre sa vie. Et j'ai vraiment à cœur que voilà, toutes ces personnes, en plus je trouve on est des générations où on a de la chance parce que nous on est à des âges où je vois 30 ans, on n'a pas envie d'attendre la crise de la cinquantaine pour tout remettre en cause quoi. Dès le début. Ou quarantaine. Voilà, il y a différents paliers, mais vraiment de se dire non, là j'ai envie de construire des bases solides, j'ai envie d'être sûre de la personne avec qui je vais faire des choix, j'ai envie, même si on ne sait jamais, on est d'accord, mais au moins de savoir qu'on fait ses choix pour soi et pas pour quelqu'un d'autre. Et ça voilà, pour moi c'est très très précieux. Mais c'est vraiment impressionnant de t'écouter parce que souvent, justement, c'est la crise de la quarantaine qui permet de faire péter
les conditionnements dans lesquels on était rentré. Et ça, je trouve que c'est incroyable. On est dans l'ère du Verseau, tout s'accélère. On a des gens qui se libèrent de plus en plus, plus en plus tôt, plus en plus jeunes. C'est incroyable parce que le discours que tu tiens là et le fait d'accompagner des gens, il y a quelques années encore, c'était la sagesse des gens qui justement ont 50, 60 ans, quoi. C'est là où c'est impressionnant. Ben, moi, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ma vie, quand je regarde toutes les épreuves que j'ai eu à traverser, moi, j'ai eu un condensé, c'est-à-dire ce que certains vont traverser en une vie ou à moitié tout ça. Moi, je l'ai eu très condensé très tôt. Donc, en fait, j'ai eu le droit à toutes ces expériences-là. Et vraiment, j'ai ce truc-là aujourd'hui de me dire, là, j'ai plus envie de me faire chier. Là, j'ai envie de vivre ma vie. Et pas de compromis, non, c'est la vie que je veux et là kiffer un peu parce que ça va, j'ai bien mouliné, j'ai bien machin, là j'ai envie d'y aller. Et je crois que c'est vraiment cette envie, moi, qui fait qu'en fait tu n'as pas envie d'attendre, tu n'as pas envie de continuer de te contenter des compromis, des attentes qu'on a de toi, de faire du à moitié parce qu'en fait, non, déjà tout ce temps-là qui n'est pas perdu, passer des expériences, mais voilà, j'ai envie que là, à partir de maintenant, à partir de cette 30e année, que vraiment ce soit ma vie et que j'ai pas de regrets parce que je sais que j'aurais fait mes choix pour moi. Ouais, c'est super important cette philosophie de se dire j'ai pas perdu mon temps. Moi j'ai souvent dit à plein de moments différents dans ma carrière militaire, mais punaise, qu'est-ce que je fous là, quoi. T'as l'impression de pas être à ta place, mais en fait des fois on n'est pas à sa place, mais on est toujours sur son chemin. Oui, c'est ça. Et c'est impressionnant encore une fois d'entendre la sagesse que t'as de se dire j'ai pas perdu mon temps, ce que j'ai vécu m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ah ben je sais que je suis celle que je suis et en fait si j'avais pas traversé ces épreuves, j'aurais jamais vu la force dont je suis capable de faire preuve, la résilience. En fait je me suis découverte parce que je savais pas qui j'étais et il a fallu que je traverse des sales épreuves pour me dire ah ben ok, ça c'est moi. Alors c'était pas dans la joie, le plaisir, ce que j'ai envie d'avoir maintenant, mais effectivement grâce à tout ça je me suis connue et je suis celle que je suis aujourd'hui, donc je regrette pas. Mais par contre je sais que pour avoir vécu tout ça, là je sais que les prochaines années j'ai envie d'autre chose, quoi. J'ai envie de profiter. Et alors du coup quand tu dis pour avoir vécu tout ça, c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux détailler un peu ces différents trucs que tu as vécu? Le plus marquant c'est qu'en fait quand j'ai perdu mon père, du coup il y a 6 ans, en fait il était malade, il avait un cancer, il nous en a parlé, il avait des métastases au cerveau, donc un stade assez avancé, mais ça faisait quelques années qu'il l'avait, mais il nous en avait jamais parlé avec mon frère. Et en fait, quand il nous a annoncé ça, moi, ma vie s'est stoppée parce que tout d'un coup, l'angoisse de le perdre a pris le pas sur tout le reste, sachant que la relation avec mon père, elle était compliquée parce qu'il était alcoolique, qu'il n'était pas présent. Il vivait, du coup, il était lui de Lozère et nous de Montpellier, donc voilà, les liens étaient compliqués, mais j'ai toujours eu un très très fort attachement avec lui, cette espèce de relation très forte, mais c'était pas la joie. Et en fait, tout d'un coup, j'avais cette peur de le perdre et en même temps, tous les regrets, tout ce qui s'était passé que j'avais pas pu... Il y a tout ça qui se mélangeait et en fait j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure de sa maladie il a perdu en autonomie et je me suis retrouvée à justement l'aider à voilà, quand il fallait que chez lui il y ait des aides qui viennent, tout ça. Ça s'est mal passé, comme il était loin, il était à l'hôpital là-bas. Son traitement, il faisait un traitement de chimio qu'il fallait récupérer à Montpellier et en fait il pouvait pas récupérer ses médicaments parce qu'il était dans un hôpital et pas une maison de retraite. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils l'ont placé quelques jours en maison de retraite pour me dire le temps d'avoir le médicament et qu'en fait ils m'ont fait à l'envers en me disant en fait, non, on ne peut pas le reprendre à l'hôpital. Il s'est retrouvé dans une maison de retraite pendant 1 mois où il a subi des maltraitances. Et en fait, en 1 mois, il a complètement perdu son autonomie. Donc là, la responsabilité, boum, dans son petit panier. Et en fait, moi, entre-temps, je cherchais des endroits où il pouvait être sur Montpellier pour se rapprocher de nous. Et si tu veux, j'avais trouvé une résidence senior où la directrice était extraordinaire, était prête à nous laisser essayer, même si elle savait qu'il n'avait pas trop le profil pour ça. Et en fait, quand il est venu sur Montpellier, il n'était plus du tout en état. Il y a les infirmières qui s'occupaient de lui ont pu attester qu'il avait subi des maltraitances là-bas. Donc le mois qu'il avait passé là-bas, en fait, malheureusement, lui avait fait perdre énormément d'autonomie. C'est-à-dire que c'était un homme qui aimait lire, qui aimait la culture, tout ça. En fait, ils avaient perdu ses lunettes et en fait, même la télé, il était abandonné dans une chambre à rien faire. Et je sais que malheureusement, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent ça et ça, c'est un truc, ça me touche beaucoup. Et ensuite, suite à ça, il était plus en état, donc il a fini à l'hôpital en service oncologique, mais il voulait pas le garder. Donc moi, j'ai eu des médecins qui m'appellent en me disant oui, est-ce que vous pouvez le prendre chez vous avec votre mère, tout ça, alors quelqu'un qui a un cancer, donc à dire non. Du coup, ils l'ont mis en soins palliatifs, sauf qu'il faut savoir qu'en France, en soins palliatifs, on n'a que 3 semaines pour mourir. Et lui, il est pas mort en 3 semaines. Donc en fait, au bout de ces 3 semaines, ils nous disent on peut pas le garder. Donc il a fallu trouver un autre endroit où il aille encore passer 3 semaines. Ça, je savais pas ça. Et en fait, ça a été pendant 2 ans, toute ma vie était centrée là-dessus et ça me prenait énormément d'énergie. C'était dur et puis
pareil, en tant qu'enfant, je me suis retrouvée à voir mon père dans des états, à se faire pipi dessus, à devoir nettoyer, enfin, vraiment un stade où on n'est pas censé... Et ça m'a vraiment marqué. Et après, voilà, il y a eu un an d'après mon grand-père. Enfin... Tu vois, ce à quoi ça me fait penser, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que du coup, dans ta relation à ton père, tu faisais largement plus que ta part. Oui. Ah, oui. Et une relation, c'est toujours un chemin où chacun doit faire la moitié du chemin pour se rencontrer, que ce soit une relation de couple, une relation amicale, une relation intrafamiliale. Et donc toi, tu faisais plus que ta part. Et c'est rigolo parce que souvent, il y a une notion de dette affective. On est forcément en dette affective avec nos parents. Ils nous ont donné la vie, ils nous ont donné le gîte, le manger, les soins. Et donc, quand ils se sont plus ou moins bien occupés de nous, nous leur sommes reconnaissants. C'est parfaitement inconscient tout ça. Hein. Et donc, on passe sa vie. Ça, c'est des concepts que j'ai appris moi en formation notamment. Mais je les avais déjà expériencés personnellement. Mais notamment avec Bruno Dalpalu, qui est un mec extraordinaire, tellement il a su tout conceptualiser, mettre de l'ordre dans tout ce que moi j'avais déjà compris. Ça, c'était incroyable. Mais cette notion de dette, en fait, derrière, on est en dette. Il faut rembourser à la fois les intérêts et le capital. Et c'est rigolo parce que souvent, quand on fait beaucoup plus que sa part avec un parent, c'est lié à un problème de dette, tu vois. Et quand on fait plus que sa part avec un parent, quelque part, on est sauveur. Ah oui. Donc on rentre dans le triangle bourreau, sauveur, victime, et on finit par être persécuté. Si c'est pas par le parent en question, c'est par la situation. Et ou voire on se persécute tout seul, quoi. C'est vraiment ce à quoi ça me fait penser, ce que tu racontes. Tu vois, moi la dette c'était encore un peu différent, c'est-à-dire que mon père il était de la vieille école, il était de 43, donc il était plutôt de la génération de mes grands-parents à moi. Et en génération de mes parents à moi. Voilà, exactement. Donc lui il était le fils aîné de sa fratrie et il est grandi avec ce truc de fils aîné. Et en fait quand il a su que j'étais une fille, il y a eu un truc un peu où il a été déçu. Donc ma mère, elle m'a raconté ça. Et moi, je pense que j'ai vraiment, toute mon enfance, passé mon temps à vouloir être ce fils aîné. Ce qui est drôle, c'est que mon frère, qui lui était le fils aîné, a passé toute son enfance à surtout ne pas vouloir l'être. Donc à nous deux, si tu veux, on a complètement compensé ce truc-là. Et moi, j'ai toujours voulu prouver ma valeur, prouver que j'avais le droit d'exister, prouver que j'étais à la hauteur. Et du coup, je compensais par des actes en prenant soin, en fait. C'était comme ça que j'avais ma place et que c'était... En fait, pour moi, la vie, c'était pas un don. C'était non, t'es là. En plus, t'étais pas ce qu'on attendait que tu sois. Alors, pour compenser ça, il va falloir y aller, quoi. Et du coup, des années à prendre soin, à surtout pas écouter, moi, ce qui se passe à l'intérieur. Il y a toujours sur à l'extérieur, tu prends soin. Et du coup, vraiment, c'était mon identité, tout ça. Et du coup, d'ailleurs, quand j'ai commencé à déconstruire ça, c'est compliqué parce que ça va tellement toucher à des choses qui, tu penses, te définissent que tout d'un coup, t'enlèves tout ça et t'es là, mais je suis qui? Et moi, il y a vraiment une phase où je suis plus tout à fait sûre de qui je suis. Mais au moins, je sais que je veux plus être ça. Je veux plus être ce qui était cantonné à mon champ familial et pour compenser des angoisses, tout ça. Et au moins, je sais que je ne veux plus être ça. C'est déjà pas mal, je me dis. Ouais. Mais ça me fait penser à la psychogénèse de la personne quand elle se construit, en fait, si tu veux. La psychogénèse, c'est que on sait, hein, il y a des stades, alors selon l'obédience à laquelle on se raccroche, on va dire stade oral, on va dire l'enfance, on va dire bon bref. Mais en gros, 0-2 ans, c'est la période de l'amour inconditionnel. Quand on est enfant, on a besoin d'être aimé inconditionnellement. Et quand c'est pas le cas, et ce n'est jamais le cas, on n'est jamais totalement aimé inconditionnellement par nos parents, parce qu'un parent est forcément imparfait, mais moi le premier. Et encore plus à l'âge où mes enfants étaient entre 0 et 2 ans. Donc ça fait partie de la normalité des choses aussi, mais entre 0 et 2 ans, l'enfant il a besoin d'amour inconditionnel. Et on voit bien qu'en fonction de comment on l'a pas, ça commence à merder. 2 ans, 12 ans pour faire court, avec une étape au milieu à l'âge de raison, 7-8 ans, il se passe des trucs. Voilà. Mais 2 ans, 2 ans et demi jusqu'à 11, 12, 13 ans, début de l'adolescence, là c'est la phase où l'enfant il a besoin d'être mis en situation de bonne personne. C'est bien, mon fils, t'as fait ça, c'est bien. Enfin, alors évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, parce que sinon on conditionne encore plus l'enfant, mais t'as fait ça, est-ce que t'es fier de toi? Voilà, bon, ça c'est plutôt la bonne façon de faire. Mais l'enfant, il a besoin à la fois qu'on lui explique comment être une bonne personne et le valider à chaque fois qu'il le fait. Et ensuite, c'est l'adolescence. Donc un ado, il a besoin de s'opposer aux parents. C'est un sketch.
C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que moi, mon aîné, ça y est, c'est un ado. Donc il est là, il s'oppose, voilà. Mais à chaque fois, je termine un peu la prise de bec en le regardant, puis en me marrant, parce que je sais que c'est un sketch. Et si je termine en se marrant, lui, il comprend que je l'aime quand même. Et donc, du coup, on maintient le lien. Enfin, voilà. Oui, il n'y a pas de gravité, quoi. Non. À partir de 18 ans, c'est plutôt l'adolescent. C'est-à-dire qu'on est adulte au sens légal des choses. Mais c'est jusqu'à 25 ans quasiment. Et jusqu'à ce qu'on soit autonome financièrement, professionnellement, le logement, tous ces machins-là. C'est ça qui fait vraiment l'âge adulte. Et à toutes ces étapes, on joue ou on rejoue des trucs. Ouais. Mais en même temps, à chacune de ces étapes, notamment jusqu'à... C'est pour ça qu'on entend souvent tout se joue avant 7 ans, parce qu'à l'âge de 7 ans, on bascule dans l'âge de raison, l'activité neuroélectrique du cerveau se modifie et augmente. En gros, on n'est plus en état d'hypnose. C'est là qu'on commence à réaliser des choses. Mais pendant toutes ces étapes de la psychogénèse, on est en besoin de liens et on apprend inconsciemment comment on est dans ces liens. Et donc, du coup, toi, quand tu racontes ton enfance, on entend largement que inconsciemment, tu as rentré le programme « Je suis aimé quand j'aide les autres, quand je joue le rôle de fils aîné ». Et du coup, quand tu arrives à l'âge adulte, ça, comme c'est des conditionnements, c'est ton personnage. Moi, je prends toujours l'image de notre soi profond, notre identité profonde. Tu appelles ça comme tu veux, l'âme, qui tu veux. Bon. Et puis, en fonction de ce qu'on vit, notre personnage, il se construit avec plus ou moins d'écart par rapport à qui l'on est profondément, métaphysiquement, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler. Et il arrive un moment où là, on sent qu'il y a trop d'écart et on se dit, putain, mais merde, je vais revenir là, quoi. Qu'on perd ce fameux truc de oula, ça c'est plus moi là. Ouais, c'est ça, c'est plus moi. Et il arrive un moment où on comprend que c'est des conditionnements. Et après, on revient travailler sur tous ces trucs. Mais c'est vachement intéressant la façon dont tu décris ton parcours, parce qu'on retrouve vachement cette notion de psychogénèse, quoi. Puis tu vois, quand tu parles des étapes, moi je repense à plusieurs étapes. L'adolescence, maintenant j'ai beaucoup d'affection pour cette période parce que je pense que moi l'adolescence, ça m'a pas permis de me positionner comme j'aurais eu besoin. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, du coup, c'était toujours ma mère, mon frère et moi, notre petit noyau. Et en fait, avec ma mère, ça pétait, mais constamment. Je saurais même plus dire de quoi, mais tout et n'importe quoi. Et j'ai pas le sentiment d'avoir été particulièrement difficile ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'étais en opposition, je pense, plutôt constante parce que j'essayais de m'opposer à elle. Et en fait, c'était tout le temps, du coup, la menace, moi, c'était tu vas vivre chez ton père. Sauf que là-bas, il n'y avait pas de lycée. Enfin bref, je savais en même temps que c'était pas possible et en même temps, je voulais pas que ça arrive. Et je pense qu'il y a un moment, j'ai pas pu arriver à l'aboutissement de ce truc-là. Et ça me fait rire parce que des fois, quand je me vois, je sens que j'ai besoin un peu de ce truc d'adolescente de dire, non, là, tu me fais chier. Là, clairement, tu me fais chier. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Fous-moi la paix. Là, j'ai besoin de savoir qui je suis. Et du coup, j'ai beaucoup d'affection pour cette période. Et l'autre période, c'est effectivement, j'ai vu le moment où j'ai eu mon propre chez moi, où j'étais plus chez ma mère. Il s'est passé le nombre de prises de conscience que j'ai eu à ce moment-là, juste de cette petite distance, parce qu'en plus, j'étais à même pas 1 kilomètre de là où elle vivait, donc c'était pas non plus. Mais juste d'avoir mon propre chez moi, déjà là, le nombre de choses qui prennent sens, quoi. Et qu'en fait, c'est cette succession d'étapes où voilà, on a des petits indices de ah, ok, ça commence à un peu me faire chier. Ah, ça, je l'avais pas vu. Tiens, c'est bizarre un peu les angoisses que j'ai, machin, et comment je compense. Et c'est là que tu vois que toutes ces étapes sont hyper importantes. C'est rigolo parce que t'as effectivement grandi beaucoup plus vite que moi, quoi. Parce que moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai quitté le foyer familial en gros à 15 ans, parce que je suis rentré en internat, en lycée militaire. J'ai porté mon premier uniforme à 15 ans. Et en rentrant en lycée militaire, j'ai arrêté de m'opposer à mon père, à mes parents en général, mais plutôt à mon père. Et j'ai fait le choix, c'est un choix inconscient, c'est un choix conscient d'adolescent, mais j'ai fait le choix finalement d'adopter l'enseignement paternel, quoi. Et ça a été en fait l'auto-ancrage d'un conditionnement qui m'a demandé derrière 25 ans pour en sortir, parce que c'est à la quarantaine que j'en suis sorti de ça. C'est récent. Mais justement, le fait de partir de chez moi à 15 ans, c'est un peu comme si mon adolescente
avait été très courte et que j'avais basculé à 15 ans dans l'adolescence, parce que l'adolescent, il se pose, l'adolescent, il s'oppose à ses parents, l'adolescent, il s'appose à ses parents. Donc en fait, s'il a quand même été correctement cadré, on va dire, enfin accompagné dans la vie, on ne parle pas des systèmes familiaux déviants ou gravement défaillants. L'adolescent, il adopte un petit peu ce qu'on lui a enseigné, ce qu'on lui a montré. Tu vois. Et donc du coup, toi, tu as eu des prises de conscience genre, je fais ma crise de la quarantaine à 18 ans, quoi. Tu vois, je t'ai dit, moi, ça a toujours été stage intensif, très énorme. Rapide. Ça, j'ai dû signer ça dans cette vie, un truc comme ça. Ouais, mais c'est vrai que... Et je vois, et du coup, ça me fait rire parce que tu me connais, on a déjà eu ces trucs où moi, il y a beaucoup de personnes où quand elles me voient, elles voient mon jeune âge, où elles me disent « Non, mais tu verras plus tard, tu comprendras, machin ». Et moi, ça fait pas beaucoup sens pour moi parce que moi, si tu veux, avec le parcours que j'ai eu, j'ai pris conscience de plein de choses. Bon, il y a aussi ce qui m'est propre, ma façon d'appréhender les choses, mais j'ai compris plein de choses très tôt. Et du coup, quand j'ai une personne plus âgée qui me regarde un peu d'en haut, me disant « Oh, mais tu verras, mais non, mais là, tu dis ça parce que t'es jeune, tu verras. » J'ai ce petit truc de dire « Non, mais alors toi, ok, grand-mère feuillage, merci, mais là, c'est pas possible, quoi. » Puis ça fait pas sens avec ma réalité, en fait, ce décalage. Et c'est vrai que je le vois, et je pense que c'est aussi quelque chose de génération, parce que moi, j'ai l'impression que les gens un peu de mon âge, là, ces dernières générations, il y a plein de trucs qui sont remis en question hyper rapidement, je crois, et qu'il y a plein de choses qui continuaient d'être acceptées de génération en génération, ou moi, ma génération, non mais les gars, par contre, non, vous avez pas voulu faire le boulot, sympa, c'est à nous de le faire, mais par contre, nous faites pas chier en plus, s'il vous plaît, déjà qu'on se tape tout ça, et de se dire, non, par contre, nos enfants, on n'a peut-être pas envie de leur faire subir la même chose qu'on a subi, quoi. Et je crois qu'il y a une histoire de génération aussi par rapport à ça. Ah oui, clairement. Mais après, on va verser dans des dimensions qui sont peut-être plus subtiles, mais 2012, c'était pas la fin du monde ou la fin du calendrier Maya, c'était la fin d'une ère. Et là, on est dans une ère qui est plus rapide, qui est plus, mais on le voit dans tous les champs de la vie. Tout est plus rapide. On est dans une ère de l'information, on est dans une ère de l'énergie. Aujourd'hui, tu as de l'information, tu as de quoi faire un commerce. Oui, c'est vrai. Alors qu'avant, c'était t'as des sous, tu peux capitaliser. Encore avant, t'as des terres, donc t'es propriétaire. Là, il y a le côté instantané en plus. Là, ouais, c'est ça. Tout est plus rapide. Et on voit bien, mais des fois, moi, mes enfants, ils me disent des trucs, mais j'ai l'impression qu'ils sont déjà devenus mes parents, quoi. J'ai l'impression que je suis déjà un vieillard qui redevient un enfant sénile, tu vois. Et tu te dis, ouais, quand même, force est de constater qu'il a un peu raison, sale gosse. Mais il y a une histoire de génération, mais d'air aussi, tu vois. C'est pour ça que tu as plein de gens, ils vont parler des Hébreux, des Indigos, des machins chouettes. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'en sais rien, mais on est dans une ère où tout va plus vite. Tu vois, et toi, tu es un enfant de cette ère-là, quoi. Et c'est pas forcément accessible à tout le monde, d'ailleurs, de s'ouvrir à cette comme une montée vibratoire, quoi, tu vois, de s'ouvrir à ça, c'est un peu c'est très subtil, c'est intuitif, on sait pas trop comment l'expliquer, c'est pas rationnel, mais derrière tout ça, si on met pas la conscience au centre des choses, on peut pas comprendre. Si on reste cartésien, matérialiste, ah bah c'est sûr. Et je pense que ça peut être encore pire. Parce que moi, je sais que j'ai une très très grande résilience, et c'est ça qui me permet d'être celle que je suis aujourd'hui, parce que à chaque fois qu'il s'est passé des choses, j'étais dedans. En plus, je suis très sensible, donc vraiment, j'étais vraiment, vraiment dedans. Mais par contre, toujours, j'ai su voir un petit peu le sens derrière et trouver comment me nourrir de ça et avancer. C'est comme un truc, genre, au fond de moi, une espèce de truc vital Et heureusement que j'ai ça, parce qu'effectivement, je vois des gens qui traversent des trucs pas cool et c'est de pire en pire, quoi, qui continuent de subir. Et je me dis, purée, mais c'est... Ouais. Et pendant toute une vie, des fois, j'entends des parcours de vie, je me dis, oh purée, parce que le temps et l'espace sont des illusions de la conscience. Ça, on sait que le temps et l'espace n'existent pas depuis Einstein, si tu veux. Et aujourd'hui, c'est en train vraiment de rentrer d'être vraiment pris en compte par les scientifiques qui ont cette ouverture d'esprit. Il y a un scientifique que j'adore écouter, c'est Philippe Guillemant. Donc c'est quand même un docteur en physique. Bon, aujourd'hui, il est retraité depuis très peu de temps, mais il était directeur de recherche au CNRS. Enfin, c'est un vrai scientifique. Il a publié des trucs dans des revues à comité de lecture. Bon, c'est quelqu'un qui est intéressant et qui est extrêmement solide. Il explique très bien que le temps est cyclique.
Et donc, c'est pas linéaire. Et en fait, moi, je le visualise comme une roue à l'intérieur de laquelle on marche le temps. Et donc, quand on n'a pas dépassé une épreuve, tu vois, le temps, en fait, c'est un éternel présent, et puis tu as cette roue qui tourne. Quand tu n'as pas dépassé une épreuve de ton passé, elle finit forcément par revenir devant, quoi. Moi, c'est ce que j'appelle quand la vie te teste pour voir si c'est rentré ou si c'est pas rentré. Et c'est ça qui explique que tu as par exemple des femmes qui, alors des femmes ou des hommes, enfin peu importe, mais qui vont se taper le deuxième, le troisième, le quatrième pervers narcissique. Ah oui, et c'est là où on vient au conditionnement de l'enfance. Ouais, clairement. Et à ce que tu disais, c'est là où c'est fabuleux, toi, à 30 ans, d'avoir fait le chemin que tu as fait, parce que le conjoint, il a 3 rôles. Il a celui d'amant, forcément. Il a celui d'ami. On veut rigoler, on veut passer des bons moments. Bon, les prises de chou, on veut bien, mais pas trop. Mais il a aussi celui de parent nourricier du sexe opposé. Ouais. C'est comme ça. Et ces 3 rôles, il faut qu'ils soient équilibrés. Mais tu vois bien que quand tu as eu un parent du sexe opposé particulièrement... alors, je voudrais pas être trop méchant dans mes mots, mais défaillant, déviant, déstructuré. Moi, je vois tous les gens qui ont des problèmes relationnels dans l'intimité. Souvent, ils ont eu... alors, non, je vais le formuler autrement. Les gens qui ont eu un parent... Alors ça, c'est pareil. Des troubles de la personnalité, il y en a en veux-tu, en voilà autour de toi. Mais on les voit pas, on les comprend pas, en fait. C'est les gens hyper pénibles. Si ça, tu vois, déjà, le pénible, que tout le monde désigne comme le pénible, tu vois. Ça c'est un trouble de la personnalité. Et quand tu as eu un parent du sexe opposé qui a un trouble de la personnalité, mais comment veux-tu te construire ? Oui, mais tu fais avec ce que tu as. Et voilà. Et donc, à l'intérieur de toi, tu as ce parent introjecté qui est défaillant, on va dire, pour le dire. Et comme la vie est un miroir, forcément, les hommes ou les femmes que tu vas attirer dans ta vie vont être le reflet de ce parent toxique ou défaillant que tu as introjecté. Ah ouais. Et tant que tu n'as pas dépassé ça, ça revient. Parce que le temps, il est cyclique. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, du coup, par rapport à mon père, en fait, le truc avec son alcoolisme, c'est que c'était pas constant. C'est-à-dire que il y avait ces phases où il buvait et il y avait ces phases où il buvait pas. Et du coup, moi, j'ai vu ces deux en espérant toujours les phases où il buvait pas, parce que là, il était cultivé, intelligent, poli, machin. Et quand il buvait, c'était l'inverse, quoi. Il avait aucun respect, aucune tenue, il faisait tout pour se faire remarquer. Et du coup, moi, j'ai vraiment intégré ce truc de tout justifie l'amour. Et surtout, tu n'attends rien. Et mon premier chéri, il l'illustre très bien, quoi. C'était... Et quand je vois ce que j'ai subi, parce que je pense j'avais aucune estime de moi et qu'en fait, au fond de moi, je pensais que je le méritais quelque part, parce que l'amour, ça justifiait tout. C'est ça qui est beau dans l'amour, c'est que ça justifie tout, alors que mon Dieu, pas du tout. Et je vois, ma première relation, ça a été terrible. Et même je vois, parce que là, mon fiancé, donc ça a été ma deuxième relation, c'était mon ami avant, donc il me connaît de longue date, tout ça. Mais combien de fois ça a failli... ne plus marcher avec lui parce qu'en fait je continuais d'agir de telle ou telle façon, parce que là pour le coup je prenais plutôt le côté de ma mère avec le truc de je me victimise, je me mets dans la manipulation et tu peux pas me quitter parce qu'en fait je vais sous-entendre que si tu me quittes je vais me foutre en l'air, quoi. Et heureusement mon fiancé est du genre ah mais alors là tes conneries c'est sans moi je me casse, et qui m'a laissé face à ça pour que je regarde et que je dise ah ok ça m'appartient, ces petites angoisses ce serait bien peut-être d'aller regarder parce qu'en fait c'est en train de me pourrir la vie et c'est en train de pourrir mes relations et j'ai pas envie d'être ça. Alors c'est sûr c'est pas agréable de le vivre, mais une fois qu'on a accueilli, et moi je vois c'est vraiment une grande chance qu'il m'ait mis seul face à ce truc, parce qu'en fait il y a plein de conjoints qui rentrent dans le truc pour pas laisser l'autre, et en fait après t'as la boucle et c'est foutu, quoi. Et moi je suis très contente qu'à ce moment-là il m'ait dit ah non par contre ça c'est tes conneries, il était jamais trop loin mais il m'a dit ça tu le règles toute seule. Et il m'a laissé avec ça, et du coup j'ai fait du travail sur moi avec une psy, tout ça, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ouais, j'ai fait du mieux que, en tout cas ouais, je me suis fait accompagner parce qu'il y avait quand même un peu de lourd. Ouais. Et à un moment de me dire ok mais en fait de toute façon c'est pas de cette relation là que j'ai envie, parce qu'en fait c'est tellement des automatismes et on se met tout seul dans des schémas pourris, et des fois je me suis vue agir, à être violente avec lui, à le provoquer et à me mettre en victime quand lui réagissait. Je me suis dit putain mais des trucs toxiques comme ça j'en veux plus en fait dans ma vie, et heureusement que je les ai vus et qu'il m'a mis face à ça, parce que ça m'a permis de le voir et de pas continuer, de l'embourber là-dedans lui aussi, et qu'on s'en sorte plus, quoi. Ça illustre le fait qu'une relation c'est un système. Ah oui. Et si on a un système, c'est homéostasique, donc c'est forcément à l'équilibre. Donc si lui il revient à sa place et qu'il te laisse faire ta part du chemin, pas plus pas moins, c'est parce que lui il revient que à sa place, qu'il fait sa part, toute sa part, mais que sa part,
que soit la relation se termine, soit tu es obligé de te caler, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Il n'y a plus le choix. Et puis lui, pour le coup, il n'était pas du tout à ce truc de sauveur, bourreau, victime. Ouais, lui, ça lui... Non, et heureusement, parce que ça, je le connais très bien, le cycle, et je sais comme c'est... Ça s'installe petit à petit et t'en sors plus. Et heureusement, lui, il m'a dit « Ah non, non, mais oulala, toi, tes histoires, là, c'est sans moi, vraiment, c'est sans moi. » Et ça, c'est le plus grand service qu'il m'a donné, quoi. Enfin, en tout cas, pour notre relation, c'est ce qui nous a permis de construire une autre relation où, pour le coup, on se choisit l'un l'autre. On est chacun de Z. Et puis ça permet aussi de faire cette distinction et de ne pas aller vers la fusion, où moi, c'est tout ce que j'ai connu aussi. Ce truc de fusion, de j'existe par l'autre, donc si l'autre me rejette, je ne suis plus. Non, non, là, on est deux êtres différents, avec des... On a du commun, mais on n'a pas que du commun, quoi. On a une vie, on a chacun des trucs, et chacun fait sa vie, on choisit d'être ensemble. Et ça, c'est pas la même chose de je vis pour l'autre, et sans lui, je ne suis plus rien, quoi. Et moi, pour avoir vécu les deux, je vois comme la relation n'a rien à voir, quoi. Et ce que j'aime avec lui, justement, c'est qu'on grandit ensemble. On a ce côté où tous les deux, on progresse, on est côte à côte, on se soutient du mieux qu'on peut, et des fois on peut pas soutenir l'autre, donc on va chercher des ressources ailleurs. C'est un peu la différence entre avoir besoin d'être ensemble et avoir envie d'être ensemble. Exactement. Ouais. Et parce que le besoin, moi je le connaissais, parce que bien sûr la dépendance affective avec le peu que j'avais eu quand j'étais petite, moi c'était la seule façon d'être en fait pour moi, et puis j'avais aucune estime de moi, donc dans le regard de l'autre que j'existais. Et en fait c'est pas vivre une relation pour moi. C'est subir et essayer d'exister par l'autre en projectant les trucs. Et en fait... forcément, quand tu as grandi dans une famille où tout le monde passe son temps entre bourreau, sauveur, victime, c'est en étant dans une de ces positions-là qu'il y a de l'échange émotionnel. Peu importe la qualité de l'émotion, on s'en fout. Au moins, on n'est pas abandonné, on n'est pas rejeté. Donc, nos systèmes de survie, ils préfèrent qu'on se prenne le chou dans bourreau, sauveur, victime, plutôt que de se sentir abandonné ou rejeté. Et que même si c'est désagréable, c'est plus confortable que tout d'un coup de se dire « Ok, c'est toi là qui, tout seul, tu reproduis ça. » Parce que voir ça, c'est pas agréable du tout. Donc il y a ce truc, c'est confortable parce que j'ai toujours fait comme ça. Et du coup, on se trouve des excuses à droite à gauche parce qu'on trouve toujours une façon de justifier. Mais et puis c'est perfide, c'est tellement perfide, quoi. Ça s'installe, t'as pas eu le temps de le voir venir. Et du coup, quand lui, il a commencé à... Enfin, quand en restant à sa place... toi, tu t'es dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu t'es fait accompagner. Alors, je sais plus, je m'étais déjà fait accompagner au moment où mon père est tombé malade, le deuil, tout ça. Et comme c'était quelques années après, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, il y a eu cette prise de conscience de là, ça peut pas continuer comme ça. Et vraiment, j'ai cette scène où je me vois. Une fois, on s'engueule, il veut se casser, et moi, je ne supporte pas qu'il fuit, qu'il s'en aille. Je lui cours après dans les escaliers, mais à me jeter sur lui, à le griffer. Mais vraiment, je me suis fait vraiment pitié. Je me suis dit, tu vois, mais j'étais tellement embarquée dans mon truc. Et du coup, lui, pour lui, que je m'en prenne à lui, c'était une barrière à pas dépasser, quoi. Et j'ai vu dans son regard que c'était la barrière à pas dépasser. Il m'a dit, écoute, là, je m'en vais. Là, j'ai besoin de réfléchir, tout ça. Donc, il m'a laissée seule dans cet état-là. Donc, je dis ça, il m'a pas laissé seule. Il a appelé une pote à moi, il a appelé mon frère pour qu'il vienne me voir parce qu'il se souciait de moi. Donc il m'a pas laissé seule, mais lui, il est sorti de cette situation. Et en fait, il m'a laissé avec ce truc-là de voir ce que j'avais vu de moi et de me dire, est-ce que c'est de ça dont tu as envie? Se dire non, là j'avais atteint une limite où en fait c'était pas... Et le sous-entendu, c'était la première fois que je faisais un peu un sous-entendu de si t'es pas là, je sais pas ce que je vais devenir et tout. Et je me suis dit, j'avais déjà vu mon frère qui avait vécu des trucs comme ça et je me suis dit, j'ai pas envie de vivre ça en fait. Et vraiment, je pense que ça a été cette prise de conscience de ok, là il s'est passé ça, il faut le voir, c'est pas agréable parce que me voir comme ça n'avait pas du tout été agréable. Mais de le voir et de se dire ok, on va essayer de comprendre pourquoi tu agis comme ça. Là, le manque que tu essayes de combler avec lui, c'est pas lui qui va te le donner, cet amour-là. Mais c'est fondamental ça, c'est-à-dire que c'est ce que moi j'ai appris d'abord à l'armée. C'est beaucoup plus tard que j'ai commencé à l'intégrer dans le champ de la vie affective et familiale. Mais au départ, dans le champ professionnel, c'est ce truc de la responsabilité, quoi. Oui. C'est-à-dire que, ok, tu ne peux pas faire à la place des autres, tu peux pas faire leur part à eux, tu peux pas. Et puis tout le monde est imparfait de toute façon, donc ça sert à rien de s'énerver après les gens imparfaits. Mais toi, c'est quoi ta part à toi? Enfin, ma première année de chef à l'armée, j'étais pas bon, quoi. Ma première année d'officier. Honnêtement, j'étais pas très bon. C'était pas une catastrophe non plus, mais et à la fin de l'année, on part en opération au Kosovo. Et quand tu es en OPEX, tu récoltes les fruits de ce que tu as semé. Hein. Là, c'est la vérité des prix. Hein. On est tous 4 mois loin de chez nous. On dort les uns sur les autres. Là,
tu peux plus, les masques qui tombent obligatoirement. Donc à un moment donné, on voyait bien que la section, le fonctionnement de la section était le reflet de mes défauts de chef. Bon, et quand on est rentré, le truc ça a été de dire ok, arrête. Tes chefs de groupe ils t'ont dit des trucs, ton capitaine il t'a dit des trucs. Maintenant, prends ta part, quoi. Et c'est quoi qu'a merdé et ce truc de se dire, quelle est ma part? C'est pour ça, en fait, que on ne peut pas être coachable ou enseignable, accompagnable, si on n'a pas un minimum cette conscience de la responsabilité, tu vois. Et moi, souvent, quand j'ai les entretiens avec les gens, au-delà d'écouter ce qui ne va pas chez eux pour essayer, pour être bien sûr d'être capable de les accompagner, je fais toujours attention à ça. Est-ce que j'ai en face de moi une personne coachable? Parce que ça m'est arrivé au début où j'accompagnais d'avoir des gens qui faisaient un gros chèque, mais en fait c'était pour soulager leur conscience. Et sur l'accompagnement, ils n'étaient pas coachables en fait. Moi, c'est vraiment fondamental. Et en fait, je reviens toujours à la même image. Quelle est la seule partie de notre corps qu'on ne peut pas voir directement avec nos yeux? Je te l'ai déjà faite celle-là, non? Non. Non. Quelle est la seule partie de notre corps qu'on ne peut pas voir directement avec nos yeux, même si on n'avait pas de squelette? Même si on n'avait pas de squelette? Le cerveau, je sais pas. Ton visage. Ah oui, c'est vrai. Et ton visage, c'est quoi? C'est l'expression de soi. C'est ton identité. On met bien ton visage sur la carte d'identité. Ah oui, c'est vrai. Et donc, tu as besoin d'un miroir pour voir qui tu es. Oui, bien sûr. Et bien, c'est pareil avec qui on est au fond de nous. On ne se voit pas comme on est. Et c'est pour ça que dans les accompagnements, donc, tu sais, j'ai 3 piliers, connaissance, libération, évolution. Dans le pilier de la connaissance, je passe toujours 1 voire 2 séances en fonction des besoins à expliquer à la personne quels sont les miroirs de la vie pour qu'elle apprenne à laisser aux autres ce qui leur revient, mais à revenir vers elle, quoi. Et tu as des gens qui sont dans la négation. Alors, plus on est dans la négation, plus on est dans le trouble psychopathologique. Bon, ça, c'est une autre dimension, c'est plus du coaching. Mais les gens qui sont dans la négation de cet effet miroir, quand ils sont à 99 ou 100% de négation de cet effet miroir, ils sont pas coachables. Mais au contraire, quand toi, c'est ce qui s'est passé intuitivement, à un moment donné, tu t'es dit, c'est plus possible. C'est quoi ça dit quoi de moi? Pourquoi je ressens les choses comme ça et tout? Et puis, il y a ce truc que je vois aussi, tu vas toucher une limite. Et une fois que tu as touché cette limite, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu trouves des excuses et tu fais comme si de rien n'était? Parce qu'il y a des gens qui le font, parce que c'est tellement insupportable qu'ils le font, parce que c'est trop et qu'ils sont pas prêts. Et je pense que c'est un peu, à ce moment-là, tu as le choix. Tu as un choix qui est pas facile, hein, on va se le dire, mais tu as ce choix de se dire, ok, est-ce que là, j'accepte de voir, même si ça me plaît pas du tout, pour me dire, ok, ça, je n'en veux plus, donc comment on fait autrement? Ou alors, non, mais ça, c'est parce que un tel... Parce que tu vois, le moment où ça s'est passé avec mon conjoint, j'avais perdu mon père il y a 2 ans, donc ma vie, c'était de la merde à ce moment-là. Mais pour autant, ça me satisfaisait pas de me dire oui, mais aussi j'ai une vie difficile. Enfin, tu vois, j'avais plus envie de me victimiser, en fait. J'avais envie de me dire... Et j'ai bien vu que lui, dans son regard, il y avait ce truc-là de... Là... il va falloir que ça change aussi, quoi. Et du coup, il m'a gentiment invité à me positionner. Mais au moins, j'ai eu ce truc-là de pas vouloir me cacher, de me dire, ok, là on y va par contre, parce que j'ai pas envie d'être ça. J'ai vraiment pas envie d'être ça. J'ai vu ce que ça pouvait être. J'ai vu une possibilité quelque part, et c'était pas possible pour moi. T'avais ce truc de la responsabilité, quoi. Ouais, ce que j'ai toujours dit, on est responsable de son bonheur. Ouais. À un moment donné, alors toi, enfin, j'allais dire, t'as de la chance, non, parce que la chance, ça se provoque. Mais voilà, dans la situation et dans le couple dans lequel tu étais, tu as eu plutôt cette sagesse de voir cet effet miroir, de prendre ta responsabilité et en même temps d'écouter les invitations de ton chéri à dire mais regarde à l'intérieur de toi, vas-y, va voir. Après, un chéri, ça peut pas être au pire, ça peut être un soutenant. Ouais, puis moi, ça m'allait bien de me dire. Ça peut pas être un thérapeute. Voilà, exactement, c'est pas son rôle en fait d'aller plus loin. Lui, il peut juste dire là, je vais me protéger. Et heureusement, en fait, ça veut dire que lui, il était capable de faire la limite de là, ça m'appartient pas et je vais me protéger de ça. Et là, au moins, je savais quelque part, je pouvais compter sur lui parce qu'il allait pas être embarqué dans mes trucs. Ouais, putain, mais c'est fondamental ce que tu viens de dire. Pardon, vas-y, finis. Non, mais vas-y. Ouais, non, mais de pas se laisser embarquer.
de pas plonger dans le truc sauveur. Et en fait, il y a beaucoup de gens, et je pense que c'était ton cas au départ, qui culpabilisent de mettre fin à une relation. Sauf qu'en fait, quand on est un pied trop grand dans une chaussure trop petite, à un moment donné, il faut changer de pompe, quoi. Ouais, non, tu vois, pour autant, c'est ni la faute du pied, ni la faute de la chaussure. C'est comme ça, Mais par contre, quand on reste dedans trop longtemps, ton pied, il finit flingué, et la grolle, elle finit, finit ouverte, quoi. C'est ça, ouais. Tu vois et alors, moi, j'ai déjà eu en accompagnement des gens qui étaient, alors soit des couples, soit des gens qui étaient en situation de couple un peu compliquée. C'est toujours ce que je regarde, en fait, en filigrane. Alors, moi, j'ai pas d'action. Les gens, ils conservent toujours leur libre arbitre, mais ce que je regarde, c'est, ou du moins là où j'essaye de mettre de la lumière, c'est aider la personne à réaliser si c'est les rôles les 3 rôles dont je parlais, ou bien les 3 piliers du couple, ou bien est-ce que c'est les critères de longévité qui sont pas, qui méritent d'être conscientisés, des trucs comme ça, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une situation de pied trop grand dans chaussures trop petites, tu vois, pour amener la personne parce que c'est elle qui se connaît, c'est elle qui connaît son conjoint et qui connaît la relation, mais c'est ça auquel je fais attention aussi, tu vois, c'est d'amener la personne à être responsable de son bonheur et de constater, s'il y a lieu de le constater par elle-même, s'il y a pied trop grand dans chaussures trop petites, quoi. Oui, parce que tu peux permettre à la personne de voir de nouvelles possibilités, d'envisager les choses sur un nouveau d'un nouvel angle, mais pour moi effectivement il y a un truc qui est important, c'est que tu peux pas faire à la place de l'autre, sinon ça a aucune valeur. Je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup dans ce truc de hop, ma responsabilité je la donne à quelqu'un d'autre, comme ça les conséquences c'est pas moi qui serai responsable, et quelque part j'ai pas assumé ces conséquences là. C'est le déni dont on parlait tout à l'heure. Exactement, et ça pour moi sans ça tu peux pas évoluer dans la vie en fait, parce que non, tu perds en fait un des trucs les plus précieux, quoi, de pouvoir choisir et de se dire ok là c'est ça. Ouais, moi, c'est une question que j'aimerais poser à l'univers tout entier, enfin aux gens, à la planète entière, c'est quel est ton niveau de déni de ton problème, tu vois, mais c'est pas évident d'y répondre. Sur ta responsabilité, évidemment. Quel est ton niveau de déni de ta responsabilité dans ce problème? Si tout le problème vient des autres, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner, quoi. Et parce qu'on en revient toujours au même truc, c'est-à-dire que le problème, t'en as la responsabilité dans le présent. Mais il a été conditionné dans le passé et bien souvent dans l'enfance, quoi. Et alors, du coup, comment toi, dans ton parcours, au-delà de ces questions et de ces intentions que tu as posées, comment finalement tu t'es libéré de ce qui, dans ton enfance, t'avait conditionné à arriver à ces ressentis et ces vécus-là? Pour moi, c'était vraiment genre comme un truc à l'intérieur, un truc inconfortable que j'écoutais pas avant, et que là, qui commençait à... Si tu veux, il y a eu plein de choses, parce qu'après, au fur et à mesure tu vois, 5 ans après le décès de mon père, on a vendu la maison qui nous ramenait encore à ça, et ça a libéré beaucoup d'espace. Et en fait, cet espace que ça a libéré, ça m'a permis d'aller regarder des choses que je pouvais pas regarder avant. Et là, j'ai senti des trucs où il y avait de l'inconfort, où j'étais là, c'est bizarre, là, pourquoi j'ai l'impression de devoir choisir entre ce que je veux et ce que ma famille attend de moi? Vraiment, plusieurs situations comme ça, où j'étais là, waouh, j'ai l'impression que c'est soit moi, soit eux, et il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Il n'y a pas de truc où on est tous d'accord. Et du coup, à tourner autour du pot, jusqu'à un moment, on arrivait à des disputes ou des trucs où là, je me suis retrouvée dans des situations à me dire « Ah mais non, mais ça, c'est pas possible du tout pour moi ». Et forcer un petit peu de me positionner, parce que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit à comment on me parlait comme un enfant, tu vois, à me hurler dessus comme un enfant de 5 ans, à tu te tais quand je parle et tout. Vraiment à des situations extrêmes où je me dis « Oh, mais en fait, ça, je peux pas le tolérer. Ça, je suis plus une enfant déjà. Moi, je tolérerais pas qu'on parle comme ça à un enfant. Mais là, en fait, tu arrêtes d'avoir ce rôle d'adulte qui me dit ce que je dois faire et qui me remet à ma place. Parce qu'en fait, non, je sais ce dont j'ai envie, je sais quels sont mes besoins, je t'exprime mes ressentis en mon nom, je viens pas dire tu es machin, je te dis j'ai vécu ça. Tu vois, moi, il y a même des ressentis quand j'ai commencé à parler de ma mère, de ce que j'avais vécu, voilà, peut-être à la hauteur, tout ça, elle me disait tu peux pas dire ça, parce qu'en fait, elle, ça la renvoie vraiment à, je sais très bien, ça la renvoie à une enfance qui a été difficile, et si elle entend que moi, je dis que ça a été difficile, ça veut dire qu'elle, c'est pire et elle n'est pas prête à l'entendre, et je le comprends. Sauf que moi, à un moment, je dois me positionner en me disant, en fait, on ne peut pas dire non à mes ressentis. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ce que je ressens. Et là, je vais me positionner clairement en disant, ça, c'est plus OK.
Là, maintenant, je suis une adulte, je suis une femme, et il y a des choses qui sont plus OK. Et de me positionner... Mais qu'est-ce qu'on fait comme connerie avec nos gamins, c'est incroyable. Ouais, mais et tu vois... De nier leurs ressentis, leurs émotions. Et je sais que, tu vois, on fait toujours de son mieux dans des situations. Ouais, c'est ce qui nous sommes. Voilà. Et moi, je sais que je représente un peu ce truc de l'enfant insolent qui tout d'un coup se rebelle et qui dit par contre, vos conneries, là, ça suffit. Et je peux comprendre que, tu vois, pour d'autres générations, c'est dur parce qu'on fait toujours de son mieux et qu'en plus, j'ai même pas d'enfant, donc je peux pas dire si moi je ferais ça, je ferais ci parce que j'en sais rien. Mais par contre, je sais et je vois... J'ai un peu, le regard un peu sur toute la famille, parce que je sais que du côté de ma mère, de mon père, il y a du lourd aussi de tous les côtés, et tout le monde a fait de son mieux avec ce qu'il avait. Et je l'accepte, mais il n'empêche qu'il y a des trucs où j'ai d'abord eu besoin, moi, d'accueillir ce que je ressentais et de dire, là, il y a des choses qui sont inacceptables pour moi, avant de dire, ok, là, je peux pardonner ce qui s'est passé, je sais que tu as fait de ton mieux, parce qu'en fait... Moi, j'ai eu pendant des années ce truc de sagesse, fausse sagesse et de paix en disant « Oh, j'accorde mon pardon », alors qu'en fait, j'écoutais pas ce que je ressentais. Non, ça c'est le parent normatif introjecté. Et ben voilà, et c'était ça. Et de ce truc de « Oh, mais j'accueille l'autre, machin », en fait, je reniais juste ce que je vivais. Et j'avais trouvé cette espèce d'équilibre en me disant « C'est juste ce que je fais », alors qu'en fait, je continuais d'être piétinée au fur et à mesure et qu'il a fallu attendre un truc où c'était insupportable pour me positionner. Et de voir que non, là, ce qui est important pour moi, en fait, c'est d'accueillir ce que je ressens et de me dire « Non, ça, c'est pas acceptable pour moi parce que pour mes valeurs ou mes besoins, c'est pas respecté. » Et déjà, d'être à cette phase-là, d'accueillir ça, moi, rien que ça, c'est énorme déjà. Parce que déjà, tu es capable de dire, ben, en fait, ça c'est OK, ça c'est pas OK. Et juste ce libre arbitre-là, il est essentiel. Et moi, dans ma famille, je l'avais pas, ce truc-là, j'arrivais pas. Et juste avoir retrouvé ça, je vois, c'est énorme. Ça paraît être rien du tout, mais c'est énorme, quoi. C'est pas la même façon de vivre sa vie, c'est pas la même façon d'être, d'exister, de respecter ses besoins et de les faire respecter aussi, quoi. Ouais. Ouais, c'est énorme. Moi, je vais déterrer les dossiers différemment. Mais ce que tu disais, ce que tu dis là, c'est ça fait écho à un peu ma brique de base de ma méthode d'accompagnement, de ma compréhension de la personne. C'est-à-dire que le jour où j'ai découvert qu'on avait 3 cerveaux et pas 2, parce que tout le monde dit qu'on a un deuxième cerveau dans le ventre. Ouais, on a surtout un premier cerveau sur l'oreille à droite du cœur. On a 40 000 neurones sur la droite du cœur. Alors un médecin va te dire oui, c'est un système autonome. Ouais, mes fesses. Ces 40 000 neurones sur la droite du cœur ont un champ magnétique qui est quasiment 50 fois plus puissant. Ça, j'avais déjà vu au niveau de la fréquence, ils avaient mesuré. Que les 2000 milliards de neurones du cerveau de la tête. Alors en fait, là, on a une activité électrique, là, on a une activité magnétique. Et c'est ça qui fait le champ électromagnétique. Et le jour où j'ai découvert qu'on avait 3 cerveaux, mais il y a plein de trucs qui sont devenus limpides, tu vois. Et ce que j'appelle le socle de subjectivité, c'est-à-dire comment on sait ce qui fait l'ossature de notre structure identitaire et de personnalité. Je le mets symboliquement dans ces 3 cerveaux, c'est-à-dire que ici, on est dans la relation, dans le cerveau du cœur. Et d'ailleurs, on sent des choses dans le cœur parce que nos champs magnétiques, ils communiquent entre eux. Et c'est vraiment le cerveau de la relation, tu vois. Et quand enfant, on est conditionné, blessé dans les relations et tout, c'est dans ce cerveau-là qu'on va engrammer des souvenirs, des blessures qu'on va développer. Ce que j'appelle les 5 peurs fondamentales. Alors ça, je me suis référé un petit peu à un psychanalyste, Wilhelm Reich. En fait, c'est celui qui a inspiré Lise Bourbeau. Mais j'aime pas la façon de présenter les choses de Lise Bourbeau, parce qu'au départ, je me suis beaucoup servi de son truc, mais quand tu dis à quelqu'un, oui, c'est normal, c'est une blessure qui est liée à ta mère, tout de suite, elle t'envoie chier, parce que t'es qui, toi, pour me parler de ma mère aujourd'hui? Bon. Et puis en plus, ça vient tout de suite bousculer la structure des loyautés, ce genre de choses. Alors que si on passe en présentant les choses par le prisme des peurs fondamentales, donc peur de la douleur sociale, peur de ne pas être à la hauteur, peur de manquer, peur de perdre le contrôle, peur d'être humilié, et tout de suite c'est différent. Et puis surtout, les gens ils comprennent. C'est plus fondamental, je trouve, de présenter le truc comme ça, parce qu'une blessure crée une peur obligatoirement. Et c'est ça qui moi manifeste c'est à la base de ma compréhension de ce qu'est un traumatisme. Donc ici, on va avoir nos peurs fondamentales. Dans le deuxième cerveau, premier cerveau, deuxième cerveau, on va avoir notre système de valeurs, parce que tu peux être sûr que, par exemple, comme moi, ma peur fondamentale,
c'est la peur de la douleur et la peur de ne pas être à la hauteur. Ça se voit sur mon corps. Ces peurs se voient sur le corps des gens. Bah, tu peux être dans mon système de valeurs, c'est pas étonnant de trouver en valeur 1, 2 ou 3 la liberté. Bah ouais, foutez-moi la paix. J'aime pas la douleur, foutez-moi la paix, quoi. Tu vois. Et là après on a tout ce qui est lié aux cognitions, connaissances, savoir, et puis les croyances évidemment. Tout ce qu'on se raconte là, 90% du temps, c'est de la merde. Tout ce qu'on se raconte là, c'est lié aux états dans lesquels on se sent. Oui, c'est pour expliquer, justifier ce qui se passe en dessous. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que la vérité des gens n'est jamais dans ce qu'ils disent, mais dans la façon dont ils se comportent, y compris en disant. Donc dans le choix du champ lexical, le paraverbal, le non-verbal, tout ça. Mais surtout le choix du champ lexical. Voilà. Et dans ce que tu racontes toi, en fait, je retrouve l'alignement de ces 3 cerveaux. C'est-à-dire, parce que dans le cerveau entérique, moi, symboliquement, j'y mets les valeurs, mais les valeurs, c'est ce qui crée les émotions et c'est ce qui met en action. Donc là, c'est le champ de l'action aussi, tu vois. Et quand je t'écoute, je vois quelqu'un qui a aligné tout ça sur un seul axe en disant, je réaligne tout ça sur qui je suis au fond, qui je sens être au fond, qui je sens être ici, qui est peut-être un peu transpersonnel, quoi. Tu vois, c'est très drôle parce qu'effectivement, moi, tu vois, de mon adolescence à il n'y a pas si longtemps, je me suis toujours connue avec tout le temps le ventre complètement coincé, tout le temps complètement coincé. Là, au niveau du cœur, si tu veux, toujours ce poids sur la poitrine et surtout, souvent quand j'étais en famille, vraiment, ce truc, cet étouffement. Et des fois, après des conversations en famille, avoir l'impression qu'on m'avait foutu un pain là, tellement c'était douloureux pour moi. Et je vois comme en fait, et ça, c'est des trucs dont j'étais coupée parce que quand tu vis avec, à un moment, si tu regardes, ça va pas. Et quand j'ai commencé à voir ça et mettre un peu d'attention dessus et de dire, ok, on va essayer de se détendre le ventre, de respirer avec le ventre. La première fois que j'ai respiré avec le ventre, j'ai fait un malaise, dis-toi. Le truc était tellement contracté que hop, on s'allonge et machin, c'était trop, tellement tout était bloqué à l'intérieur, quoi. Donc ouais, ça me parle beaucoup. Ouais, c'est impressionnant. Et après, parce qu'après on peut toujours réexpliquer ce qui se passe dans le cerveau, sachant qu'il ne faut pas oublier. Moi je passe toujours par les explications du fonctionnement du cerveau parce que c'est cartésien, ça parle à tout le monde, c'est hyper basé sur les neurosciences, c'est vachement à la mode, tout le monde kiffe ça. Mais il ne faut pas oublier qu'au centre des choses il y a la conscience, et puis il faut arrêter de croire que le cerveau crée la conscience. C'est pas vrai ça. Bon, mais enfin c'est pas vrai. J'ai la croyance que c'est pas vrai. Mais bon bref. Les expériences de moi, j'ai eu toute une période où je me suis bouffé les bouquins sur les expériences de mort imminente, les sorties astrales, ce genre de machin chouette. C'est bon, enfin. Ouais, tu vois bien qu'il y a des trucs qui collent pas. Ouais. Mais bon, moi, chacun son système de croyance, il n'y a pas de problème. Par contre, j'aime bien travailler. Enfin, c'est pas que j'aime bien, c'est que. C'est plus aligné pour moi de travailler avec des gens qui ont ce système de croyance qui est calé sur le mien, quoi. Ou moi sur le leur. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fonctionnement du cerveau, tous ces blocages dont tu parles, ils sont liés à ces peurs fondamentales, en fait. C'est-à-dire que si je fais pas ça, je risque d'être abandonné ou rejeté. Et quand on est enfant, l'abandon ou le rejet, c'est je vais crever. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est des anciens enfants et qu'on a été conditionnés par rapport à ces dangers-là, parce que notre cerveau, il n'est pas câblé pour nous rendre heureux, il est câblé pour nous faire survivre. Et, enfin, notre cerveau, notre être, notre système cybernétique, corps, âme, esprit. Et donc, si très tôt, on a engrammé « je suis aimé », donc intégré à la communauté, nourri, tout ça, quoi, hein, les soins... si je fais ça et je fais ça, ben derrière, c'est ça le conditionnement. C'est-à-dire que si tu le fais pas, automatiquement, tu dis, il y a le catalogue à danger qui va s'ouvrir en disant, attention, là, si tu fais pas ça, tu risques d'être rejeté, tu risques d'être abandonné. Automatiquement, le corps, il se met en mode adaptatif de survie. Parce que moi, je vois plein de disputes que j'avais avant avec mon chéri. Vraiment, quand
je comprenais qu'en gros, je risquais de le perdre, mais ça me mettait dans un état d'angoisse. Vraiment, ça me dépossédait de tous mes moyens. Je faisais une crise de panique. Il fallait que je me pose pour respirer parce que vraiment... Et tu comprends pas les enjeux quand tu dois réagir parce que c'est tellement... tu le maîtrises pas, quoi. C'est un truc qui vient là et qui vient jouer. Oui, c'est de la survie, quoi. Là, t'as l'impression que tu vas crever. Si ça continue comme ça à passer, t'as l'impression que tu vas crever. C'est ça. Et c'est dans le corps. Ouais. Ah oui, oui. Et puis ça te démobilise tout, quoi. Tu peux pas réfléchir. Mais évidemment, parce que comme c'est t'es activé dans un mode survie. Et que 90, si c'est pas 99% de nos comportements sont autonomiques. Oui, on ne choisit pas. On choisit pas de préférer manger de la viande à du sucre. On choisit pas d'être coléreux plutôt que mélancolique. On choisit. La conscience, la conscience analytique, la volonté, tout ça, le petit truc qu'il y a là, a très peu de pouvoir en final. Et donc, quand on est dans un mode de survie, on a un comportement qui est branché sur le système nerveux de la survie. Fuite, agressivité. Et là où ça devient extrêmement dangereux, c'est quand on a vécu des événements qui étaient encore plus forts, qui ont fait qu'on avait figé. Parce que le figement, c'est la porte d'entrée du traumatisme. Et c'est là où on en vient à dire en fait qu'on est tous traumatisés. On est tous traumatisés, ne serait-ce que parce qu'on a été tout simplement aguerris dans notre enfance, mais on est tous traumatisés, et quand on l'est trop, on tombe dans les troubles de la personnalité, voire dans la psychiatrie, Puis c'est vrai psychose, que le mot traumatisme, tu vois, on voit toujours un truc très lourd, mais il faut savoir, pour un enfant, un événement qui paraît complètement anodin pour les parents, en fait, pour l'enfant, à ce moment-là, dans ce contexte-là, va être vécu d'une façon où lui, il a eu peur de mourir, de perdre ses parents, de se retrouver seul, et qu'en fait, ça part de là, et là, un traumatisme naît parce que ça conditionne tout le reste de tes comportements derrière. C'est ça. Et en fait, là où la science, enfin, une partie de la science se plante, c'est quand on dit qu'on n'a pas de souvenirs avant 2 ans. Mais c'est faux. On n'a pas de souvenirs rentrés en mémoire épisodique. Puisque avant 2 ans, en gros, on n'a pas le langage qui est suffisamment, ou tout simplement le langage. Donc, c'est ça qui fait les souvenirs épisodiques. C'est qu'on se raconte ce qu'on est en train de vivre. Donc, pour ça, il faut bien le langage. Mais avant, moi, en protocole, il y a des séances. Alors ça, je le dis après. Mais avant, tout est sensoriel, en fait. Oui. Tu es dans le ventre de ta mère, tu sens les émotions. Quand la naissance, tu sens que c'est difficile de passer par là. Quand tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, que tu as mal au ventre, tu as des coliques, tu as des machins, maman vient pas, tout ça, c'est complètement sensoriel. Et lui, là, il enregistre tout. Il enregistre tout. Alors, du coup, j'en viens à l'exemple que je voulais prendre. C'est que moi, pour aller déverrouiller les conditionnements, je pars du principe qu'un traumatisme, il est neurologique et pas psychologique. Donc en fait, souvent, quand on s'attaque au traumatisme, dans la façon classique de s'y prendre, enfin moi, tous les clients qui arrivent et qui me racontent ce qu'ils ont déjà fait avant, à part le MDR, qui est devenu... bref. C'est comme si on avait l'eau dans un tuyau qui s'est coulé avec un bouchon et qu'on essayait de faire péter le bouchon en rentrant un truc là. Effectivement. C'est compliqué. Alors que si on rentre dans le truc, on va utiliser la force. Enfin voilà, le problème, il est là. Ça a été amené par le courant qui venait là. On rentre par là pour le régler. Donc un traumatisme, c'est neurologique, c'est pas psychologique, ce sont les conséquences qui sont psychologiques. Donc du coup, les traumatismes, que ce soit des traumatismes très graves comme ceux auxquels je me suis consacré au tout début, celui de la guerre, et puis alors après rapidement des femmes victimes d'agressions sexuelles, et puis le terrorisme, tous ces machins-là, mais concrètement, on est tous traumatisés. Et le principe des traumatismes, il est le même, sauf que les traumatismes graves, c'est une confrontation à l'anéantissement du corps, de l'âme et de l'esprit, alors que les autres traumatismes, les petits traumatismes dont on parle, y compris, tu as 8 ans, un repas de famille, tu prends une gifle devant tout le monde parce que tu as voulu faire l'intello à table. Ça, c'est un traumatisme. Si tu figes,
ça fait un traumatisme, mais qui va concerner qu'un seul ou deux des champs de l'identité. Champ d'identité cognitive, champ d'identité sociale, champ d'identité physique. Et donc, effectivement, quand tu as voulu faire l'intello, que tu t'es pris une gifle devant tout le monde, tout de suite, ça crée un traumatisme dans le champ de l'identité cognitive. Et puis, derrière, tu développes la croyance qu'en fait, tu es peut-être un peu con, il ne faudrait pas trop l'ouvrir. Et ce genre de choses. Et donc, quand on vit des traumatismes, on a, dans notre catalogue à danger, soit il reste ouvert à la même page, tout le temps, comme si on était tout le temps en danger, parce que le truc, il se referme jamais. Donc ça, c'est les graves traumatismes. Soit tu as un énorme post-it, un marque-page, quoi. Ce qui fait qu'au moindre truc, on va tout de suite voir si c'est pas cette page-là, tu vois. Et donc c'est ça, en fait, que dans mes protocoles, enfin, qui ne sont pas les miens, d'ailleurs, hein, alors, pour le coup, celui-là, c'est Ayla Misrili, une psychologue belge. Le jour où je l'ai trouvé, j'ai dit, mon Dieu, on a la même compréhension du psychotraumatisme. Et moi, je cherchais des trucs sans avoir à retraverser, sans avoir des choses écologiques pour les gens. Parce que les premiers outils que j'ai utilisés, je m'en suis séparé pour plein de raisons que je ne développerai pas ici. Mais là, quand j'ai découvert ça, c'était magique. Et on peut bosser sur tout le spectre de ce qu'est un traumatisme. Et en fait, on va dans la neurologie du traumatisme. Et on va faire en sorte qu'on enlève le marque-page dans le catalogue à danger, voire on efface le truc, tu vois. C'est une autre façon de régler. Surtout que ton approche, je trouve qu'elle donne aussi beaucoup d'espoir, parce qu'il n'y a pas ce côté de j'ai été traumatisé, je suis traumatisé, point. Il n'y a pas ce truc de trop tard, les conséquences, ce truc de je perdure, c'est mon identité. Non, là, tu montres une nouvelle façon de voir les choses qui permet de dire ah tiens, en fait peut-être qu'on pourrait faire ça. Mais ça c'est mon combat, ça. Ah oui, bah, je comprends. Ça c'est pas simple, hein. La matière. Ah oui, parce que la croyance que je suis traumatisé donc je suis foutu, ou bien il est traumatisé donc il est foutu, mais les gens comprennent pas. Quand je leur dis, les gens comprennent quand je les ai en one-to-one en fait. Mais si je fais un post sur les réseaux, tu sais ce que tu voulais dire, tu maîtrises moins ce que tu as dit, tu maîtrises encore moins ce que les autres vont comprendre. Hein. Et je me rends compte que j'ai beau écrire en long, en large, en travers dans mes posts sur LinkedIn ou ça, et l'expliquer, mais les gens, ils comprennent pas. Bah, tu te rends compte les croyances sur lesquelles tu vas taper. T'imagines quelqu'un qui a passé 10 ans de sa vie avec ce traumatisme-là où on lui dit bah, écoutez, on va vous mettre sous médoc parce que c'est la seule façon de faire oublier tout ça. Et puis par des gens qui sont intelligents parce qu'ils ont fait des études et qu'ils ont un titre. Mais non mais ouais. Et puis surtout que des fois mais bon, enfin, une fois qu'ils ont expériencé, ils ont compris, quoi. C'est exact. En fait, il faut le vivre. C'est comme tout truc auquel tu te confrontes et qui est trop désagréable. Est-ce que je vais le tester pour voir ou est-ce que c'est trop insupportable et Mais même pas, parce que moi, c'est pas insupportable les outils que j'utilise parce qu'il n'y a pas de retraversée. Oui, mais ce que on recable le cerveau. Oui. Eh ben oui. Mais oui, quand tu as été traumatisé gravement pendant 10 ans de souffrance, ça peut pas être aussi simple. Alors, sinon, ça se saurait. Sinon, ça se saurait. Ça dépend après, hein, ça dépend des gens, parce que y a des gens, en une séance, on a tout réglé, mais c'est rare. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas 10 ans de thérapie, quoi. Hein. Mais parce qu'on n'est pas traumatisé par hasard. Et oui, puisque le traumatisme, il est subjectif. Et oui, qu'une même personne, enfin une autre personne dans la même situation ne va pas. Exactement. Alors, il y a des situations où on a 90% de traumatisés, enfin j'exagère, et d'autres où on en a 10 de traumatisés. Sur une scène de guerre, une action de combat, on n'a pas 90% de traumatisés. On va tous à un concert au Bataclan, les terroristes déboulent, là il y a quand même de grandes chances d'avoir beaucoup de traumatisés. Mais bon, il ne faut pas généraliser. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le socle de subjectivité qui est traumatisé. C'est le système corps, âme, esprit dans ses représentations de la vie, de la mort. Et en fait, souvent, ce qui traumatise, c'est le fait que on sait représenter la mort du corps conceptuellement, mais au moment où on la voit vraiment, la mort, on a la réalité de la question de la mort de l'âme et de l'esprit. Question souvent à laquelle on ne s'est pas confronté, quoi. Alors, il faut rajouter encore d'autres facteurs à ça.
des facteurs du style la violence de l'événement, la soudaineté, je veux dire, de l'événement, et le niveau de sidération qui va derrière. Quand on a été sidéré 3 secondes, bah, concrètement, c'est pas exactement pareil que quand on a été sidéré pendant 5 minutes, quoi. Mais donc, on n'est pas traumatisé par hasard. Et en fonction du nombre de dossiers qui ont été mis en résonance, le nombre de dossiers de l'enfance qui ont été mis en résonance au moment de l'attaque terroriste, de la scène de guerre, de l'agression, ce que tu veux, bon, ben, y a un peu de boulot là, mais en fait, automatiquement, on va aussi avoir un peu de boulot là. Parce qu'il y a des trucs qui sont entrés en résonance et qui ont fait bouger toute la structure. Donc, ce que je dis, c'est que c'est pas un coup de baguette magique, une séance paf, t'avais un grave syndrome de stress post-traumatique, et puis moi je suis magicien, en une séance c'est terminé. Il y a un travail à faire, à la fois sur l'événement traumatisant, que j'appellerais être un événement déclenchant, mais et c'est pour ça que je travaille en accompagnement, quoi. C'est-à-dire que derrière, on propose un travail d'ensemble, pas juste un truc... Avec des étapes. Mais on va aussi aller voir les événements programmants. Et toi, ce que tu fais, c'est systématiquement d'aller travailler sur les événements programmants. Tu mets de la conscience... dans tes accompagnements, si j'ai bien compris, sur les événements programmants, c'est ça? Oui, puis d'essayer de faire un petit peu comme la carte de la situation familiale pour aller comprendre, et puis de ce que la personne a vécu, parce que moi finalement c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui a fait, et du coup là-dedans, comment elle s'est intégrée là-dedans, donc quel rôle pour s'intégrer dans ce système-là, les rôles, elle a dû porter, et qu'elle continue aujourd'hui, mais quitte à que ça dessert ses intérêts. Les masques qu'on met, ce qu'on croit devoir être pour être aimé, pour être accepté, dans le champ d'identité sociale. Qu'on pense être obligé de prendre, ou qu'on pense qui est la seule qu'on peut prendre, ce genre de choses. Ok, je vois. Et du coup, comment t'accompagnes les gens? Qu'est-ce que tu proposes? Alors l'idée, c'est vraiment d'abord du coup de faire en individuel, donc d'abord vraiment un travail sur qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire, comment ça se passait, voilà la situation comme elle était, comment toi tu as vécu cette situation, comment tu as vécu les choses, qu'est-ce que ça a créé chez toi, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va trouver qui lié à tout ça te fait choisir, en fait, parce que bon, quand on choisit, en réalité on choisit pas toujours vraiment, et du coup d'essayer d'aller voir, et l'idée c'est vraiment d'aller comprendre ces mécanismes là pour retrouver sa liberté de choisir, parce que ça veut pas dire changer, mais ça veut dire j'ai compréhension que je fais ça parce que ça, maintenant que je sais ça, j'ai le choix, est-ce que je veux continuer de faire ça parce qu'en fait c'est ok pour moi, ou est-ce que non, tout d'un coup je me rends compte qu'il y a une autre façon de faire, et du coup je retrouve cette liberté de choisir. Moi c'est ça qui m'intéresse, et du coup si tu veux c'est tout cet accompagnement là, avec des cercles de parole aussi pour se retrouver avec d'autres personnes dans des situations familiales, un petit peu difficiles, où on peut déposer la parole, parce que pour moi déposer la parole c'est vraiment la première façon d'ouvrir cette porte-là et de se permettre de ressentir et de parler de ce qu'on vit. Et aussi des ateliers pour vraiment comprendre et venir voir comment le lien entre conditionnement et système familial, c'est-à-dire des mises en situation où avec d'autres individus on va se retrouver dans une situation et on va comprendre les enjeux derrière et qu'est-ce que ça nous fait penser et comment on se conditionne et comment en fait des situations comme ça qu'on a vécues nous ont conditionné à certaines choses. Et vraiment tout ça dans l'idée vraiment de quelque chose de très soutenant, parce que je sais que traverser tout ça seul c'est pas marrant, donc l'idée c'est d'être avec d'autres personnes qui vivent aussi ça pour pouvoir se soutenir les uns les autres et faire ce chemin ensemble, pouvoir discuter de ce qu'on traverse, les difficultés à se positionner, tout ça, parce que vraiment ne pas être seul c'est hyper important. Ouais, c'est hyper important, mais c'est plus que hyper important, c'est-à-dire que on a notre ego, notre mental, notre esprit, on appelle ça comme on veut, en tout cas quand je dis esprit c'est celui qui est enfermé dans la boîte là, quoi. Qui est très dans la performance, je vais y arriver seul, alors qu'en fait tous les grands sont accompagnés. Bien sûr. Nadal il est accompagné, les présidents, les machins sont accompagés. Et qu'il n'y a pas d'histoire de mérite à faire seul ou plus de... faut sortir de cette représentation-là. C'est complètement débile en fait. Moi j'accompagne les gens et je suis accompagné. J'ai 2 thérapeutes
et j'ai 2 superviseurs dans ma pratique professionnelle, quoi. Mais tu vois, c'est difficile parce que je vois quand tu es dans une situation familiale où en fait tu es enfermé parce que tu es dans ce rôle-là, tu n'oses pas trop en parler parce que tu veux pas qu'on tout d'un coup on voit telle ou telle chose de ta famille, il y a ce truc de représentation un peu. Et du coup, tu as ce truc seul où tu portes sur tes épaules et du coup, tu te retrouves un peu là à dire ok, comme je peux pas en parler dans ma famille, je peux pas en parler à l'extérieur, tout seul, tu te retrouves isolé aussi. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Et vraiment, c'est aussi un conditionnement en fait. Exactement. Et l'idée, c'est ouvrir la parole, c'est vraiment le premier pas pour sortir de ça. Et moi, je l'ai vu, c'est quand j'ai commencé à en parler à mes proches, déjà que j'ai vu que dans leur vie aussi, en fait, dans la famille, ils s'en passent, quoi. J'ai l'impression qu'un peu partout, il y a toujours matière. Et de tout d'un coup, ah mais c'est marrant d'en parler, j'autorise à ressentir et tout d'un coup je suis plus attentive à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ah mais oui, mais puis parler de ça, puis ça permet de dédramatiser aussi parce qu'en fait ce côté secret de famille, surtout pas parler, ça vient rajouter du paquet sur des choses qui pourraient être vécues et exprimer tout ça et ça te fait des gros nœuds comme ça dont on pourrait complètement se passer, quoi. Et du coup il y a aussi ce côté de non, quand t'es seul et que t'es enfermé dans ce truc-là. Et même pas de ce truc de non mais je veux pas l'ego, c'est non, j'ai été tellement seule dans ce truc là qu'en fait si on m'y invite pas, je vais pas le faire naturellement de parler, quoi. Et vraiment justement moi je parle là-dessus sur le fait mais qu'on en parle, qu'on parle de ce qui se passe dans les familles et qu'on sorte dans ce truc de non, ce qui se passe dans la famille ça reste dans la famille. J'ai l'impression que les langues se délient quand même, qu'on arrive à... Déjà, il y a des dossiers, l'inceste, les viols, les machins. Mais tu te rends compte des trucs qui remontent à il y a combien de temps? Parce que tu vois, au travail, on tolère plus ces choses-là. Dans les relations, on tolère... ça dépend. Hein. Alors peut-être ça dépend des milieux, mais tu vois tout ce qui est harcèlement au travail. Oui, non, mais je suis d'accord. Ouais. Mais quand même, tu vois, pour nos générations, c'est acté qu'il y a des choses que tu ne tolères pas au travail. On sait que c'est pas tolérable. Voilà. Après, je suis d'accord entre ce qu'on dit et la réalité, mais je sais que pour nos générations, c'est des choses dont on parle beaucoup plus. Ouais. Et par contre, je vois pour ma génération, la famille, mais c'est par contre toujours pas. Ce truc de non. Moi là, je dois être loyale envers ma famille. Je dois surtout pas parler des choses dont on parle pas, parce que dans la famille, on parle pas. Mais c'est normal. Tu te rends compte le niveau de conscience qu'il faut pour arriver à casser les loyautés inconscientes, les processus de loyauté qui sont liés aux dettes. C'est sûr, mais je trouve que plus on montrera qu'on peut en parler, et banaliser ça, et de se dire, et de se dire, en fait, c'est pas grave si je dis, oh, mes parents, ils m'ont fait chier, ils n'ont pas été à la hauteur, ça n'engage que moi. Mais c'est vrai, je vais pas juger leur valeur, je vais dire, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et je peux le dire. Est-ce que c'est pas le propre de tous les parents en même temps? Oui, non, mais c'est sûr. Qu'est-ce que doivent dire mes enfants? Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Mais c'est sûr qu'il y a toujours... Mais en fait, de se dire que chacun a sa place, on est légitime de ressentir ce qu'on ressent et on a le droit de penser ce qu'on pense. Juste ça, là, moi, c'était impossible il y a quelques années. C'est rigolo parce que c'est quand même ce que je dis à mes enfants, quoi. Ouais. Oui, mais déjà, ils ont grandi avec l'idée... Peu importe comment ça se passe, ils savent que c'est une possibilité. Moi, c'était pas une possibilité, il n'y avait pas la place de ça. Donc il a fallu, moi, ça a été mon combat de me dire ah mais je ressens ça et en fait l'émotion elle vient me dire un truc parce que ça touche à un truc. Ah ok, il y a une valeur derrière. Ah merde, ça c'est intolérable pour moi. Ah merde, parce que du coup maintenant que je sais que c'est intolérable, ça veut dire que ça peut pas continuer comme ça. Ah, et du coup faut se positionner là. Que tu fais ok, là on va dire non, stop. Ouais, c'est aussi pour ça que souvent je passe dans les accompagnements, je passe entre quand c'est pas 2 bonnes grosses séances pour faire le système de valeurs des gens. Ah oui, des fois, bien sûr. Il y a toujours 1 ou 2 surprises. Ouais. Et puis c'est pas, quand tu le cherches, c'est pas limpide. En général, il faut que tu ailles chercher. C'est jamais limpide. Puis tu as besoin d'un miroir pour te connaître. Et puis des fois, tu t'es mis un truc dans la tête parce que tu avais entendu qu'avoir des valeurs c'était bien, donc t'en as pris une au vol et tu dis celle-là elle me convient bien. Alors t'as ça, ou alors tu te démerdes pour prendre des valeurs valises. L'amour. Oui, mais comment tu sais que t'es aimé? Ah, faut savoir ça. Ouais, parce que moi je sais qu'on m'aime si on me fout la paix. Mais oui, et que tout le monde n'est pas du tout raccord. Tu vois, alors qu'il y en a d'autres, ils savent qu'on les aime quand ils font l'amour 3 fois par jour. Ou dans la démonstration. Ou dans la démonstration, le petit cadeau quasi quotidien. Non, c'est pas le mot valise qui compte. Non, c'est ce que tu mets derrière en fait. C'est le critère, c'est ce qui permet de savoir. Là, ça change souvent beaucoup de choses. C'est sûr. Et alors des fois, c'est rigolo parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont plus que 2-3 valeurs. Ouais. Quand au départ, il y en avait 10 ou 12. Quoi, mais par contre, c'est les 2-3, tu sais que c'est les non négociables. C'est la boussole. Voilà, et quand tu vas là-dessus, tu sais que tu vas réagir au quart de tour parce qu'en fait, c'est pas possible de faire autrement. C'est la boussole. Et du coup, ça apprend aussi aux gens à suivre du coup leur boussole,
là où ils sont en joie, là où ils sont en sécurité, ou bien ne pas aller là où ils sont pas en joie, et voir pourquoi quand ils vont au sud ils sont en sécurité et au nord en insécurité, parce que des fois il faut y aller vers l'insécurité, sinon comprendre, bien sûr. Ça c'est encore d'autres choses, mais c'est hyper important ça de connaître ces valeurs. C'est vrai. Cool, Garance. C'était chouette cette discussion. Ouais, c'était chouette à refaire certainement. Oui, avec plaisir. Ouais. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit truc avant qu'on se dise au revoir pour de bon? T'as quelque chose à partager, toi, le temps que je me trouve une petite phrase éventuellement? Non, rien de plus à partager, sinon que dans la vidéo, alors je sais même pas où est-ce qu'on va la poster, mais je pense que je la mettrai sur ma chaîne YouTube, je mettrai ton Instagram ouais. C'est là où je partage pas dans mal la de description. Moi, je mettrai également mon LinkedIn. Et voilà. Et puis, si les gens... est-ce que tu as envie de dire exactement qui tu accompagnes ou est-ce qu'on laisse les gens se reconnaître, te contacter si jamais il y avait besoin? J'ai plutôt envie d'inviter que si ça a titillé la curiosité ou que ça allait taper dans des choses, de ne pas hésiter à me contacter. Parce que voilà, ce sera avec plaisir qu'on pourra déjà échanger, parce que déjà ce premier échange, il peut permettre de se rendre compte de plein de choses. Ouais, c'est et ça, après, voir si effectivement, avec un accompagnement, on peut permettre de retrouver cette liberté. Ouais, c'est ça, parce que moi j'ai souvent des petites discussions, des fois il y a juste... une petite discussion à avoir, paf, on cible un truc, on met de la lumière dessus, ça suffit, des fois ça suffit. Ok, Garance. Bon, et ben merci pour cet échange. Avec plaisir, Grégory. Et puis peut-être à bientôt. Ouais, ça marche. Ciao, ciao. Ciao.